Bonjour chers abonnés. Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Un homme respecté, une vie qui semblait paisible, et pourtant, derrière les murs d'une maison tranquille, quelque chose s'est produit. Quelque chose d'assez sombre pour bouleverser des familles entières et franchir les frontières. Pendant des années, le mystère a résisté. Une fuite à l'étranger, des batailles juridiques et un combat sans relâche pour obtenir des réponses. Mais qu'a-t-on vraiment voulu cacher? Et jusqu'où peut-on aller pour échapper à la justice? Restez bien avec moi, car ce récit est une descente progressive dans les zones les plus troubles de la condition humaine. Carl Hurrig est né le 24 décembre 1963 dans la petite ville de Newton Falls, dans l'Ohio. Un enfant de Noël, disaient souvent ses proches, avec ce sourire malicieux qui ne le quittait jamais. Il était le fils du milieu, entouré de ses deux frères, une position souvent délicate, mais qu'il assumait avec patience et persévérance. Dès son plus jeune âge, Carl se distinguait par sa rigueur et son esprit curieux. Un boy scout modèle, voilà comment ses proches le décrivaient. Il aimait apprendre, suivre les règles et aider les autres. Cette discipline, il la portait en lui, comme une seconde nature, une qualité qui allait définir le reste de sa vie. À peine diplômé de ses études secondaires, Carl savait déjà quelle direction prendre. L'armée. Là où d'autres hésitaient, lui avançait avec détermination. Il s'est engagé, gravissant les échelons avec une facilité impressionnante. Carl a débuté comme sergent dans la police militaire, un rôle qui exigeait force, vigilance et intégrité. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ambitieux, il est devenu officier de warrant en chef, un titre prestigieux qui témoignait de ses compétences et de la confiance que l'armée plaçait en lui. En parallèle de sa carrière militaire, Carl n'a pas négligé ses études. Il a obtenu un diplôme en ingénierie civile, prouvant une fois de plus qu'il pouvait tout accomplir lorsqu'il s'en donnait les moyens. Mais une autre passion brûlait en lui, une passion qui allait façonner son destin, l'aviation. Carl a appris à piloter des hélicoptères et a fait de ce rêve une réalité. Il était un pilote exceptionnel, un homme qui maîtrisait les airs avec autant d'aisance que la terre ferme. Son parcours dans l'aviation a pris une tournure décisive lorsqu'il a rejoint la Garde nationale de l'air. Là, il a trouvé sa véritable vocation. Il pilotait des avions de transport, accomplissant des missions complexes, souvent dans des conditions périlleuses. Plus de 200 missions de combat à travers les paysages dévastés de l'Irak et de l'Afghanistan. Carl n'était pas seulement un pilote. Il était un héros discret, un homme qui avait risqué sa vie pour son pays, encore et encore. Carl était un professionnel hors pair, un frère aimant et un homme sur qui l'on pouvait toujours compter. Après avoir pris sa retraite du service actif, Carl n'a pas quitté le ciel pour autant. L'aviation coulait dans ses veines. Il a naturellement poursuivi sa carrière comme pilote commercial pour Southwest Airlines, où il a continué à impressionner par sa maîtrise impeccable des airs. Mais même loin des champs de bataille, l'armée restait une part essentielle de lui. Ne pouvant s'en détacher, Carl a rejoint les réserves militaires, un engagement qui lui permettait de servir encore son pays, tout en conciliant sa nouvelle vie civile. Pendant ces années dans les réserves, Carl a participé à des opérations dans le Golfe Persique, un théâtre d'opérations où sa bravoure et son expertise ont une nouvelle fois fait leurs preuves. Son talent, son courage et son dévouement lui ont permis d'atteindre le grade prestigieux de major. Courageux, charismatique, brillant. C'est ainsi que ses camarades le décrivaient. Dans les cockpits ou sur le terrain, Carl n'était pas seulement un pilote exceptionnel. Il était un leader naturel, respecté par tous. Mais derrière l'uniforme impeccable et les médailles, il y avait un homme qui, comme tout le monde, aspirait à une vie personnelle remplie d'amour et de bonheur. Carl avait rencontré sa première femme, Rhonda, lors d'un bal militaire. C'était l'un de ces moments parfaits où le temps semble s'arrêter. Une rencontre élégante, presque cinématographique. Rhonda et Carl se sont aimés et leur mariage a donné naissance à 2 enfants. Un fils, Brent, et une fille, Eva. Pour Carl, être père était un rôle qu'il prenait très à cœur, malgré les exigences écrasantes de sa carrière. Il voulait être cet homme qui inspire, qui protège, qui élève ses enfants, avec des valeurs solides. Mais la réalité n'est jamais aussi simple.
ses missions, ses vols incessants et son besoin constant de servir l'ont souvent éloigné de sa famille. L'amour entre Carl et Rhonda s'est progressivement effrité sous le poids de ses absences. En 1998, leur mariage a pris fin par un divorce, une séparation douloureuse mais empreinte de respect. Car même après leur rupture, Carl et Rhonda ont su préserver une relation saine et amicale. Ils ont gardé le contact, unis par le bien-être de leurs enfants. Brent et Eva savaient que leur père, même absent, les aimait profondément. Pour eux, Carl restait un héros, cet homme courageux qui défiait les cieux. Malgré les épreuves de la vie, Carl avançait toujours avec la même détermination. Un professionnel accompli, un père aimant et un homme respecté par tous. Après son divorce avec Rhonda, Carl s'était retrouvé face à un vide qu'il peinait à combler. Un héros dans le ciel, mais un homme seul sur terre. Il s'est alors plongé dans le monde des rencontres, cherchant la compagnie et un peu de chaleur humaine parmi les inconnus qui croisaient son chemin. Malgré ses efforts pour tourner la page, le fantôme de son mariage restait présent. Rhonda, de son côté, avait fini par regretter leur séparation, mais pour Carl, le chapitre était clos. Il avançait, sans jamais vraiment regarder en arrière. C'est lors d'un voyage au Pérou que la vie de Carl a pris une nouvelle tournure. Là-bas, sous un autre ciel, il a rencontré Carla, une femme passionnée et lumineuse qui a su captiver son cœur. Entre eux, l'amour a été fulgurant. Carla a quitté sa vie au Pérou pour venir s'installer en Ohio, déterminée à construire un avenir avec cet homme qui l'avait charmée. Mais parfois, même l'amour ne suffit pas. Après 2 ans, les fissures ont commencé à apparaître. Carla voulait plus. Elle rêvait de mariage, de famille, d'une maison remplie d'enfants. Pour elle, Carl représentait la stabilité et l'avenir qu'elle désirait tant. Mais Carl, lui, restait hésitant. Père de 2 enfants, il ne se voyait pas recommencer. La perspective de nouveaux engagements le paralysait. Finalement, Carla a pris sa décision. Elle a fait ses valises. Elle est retournée au Pérou, laissant derrière elle un homme hanté par des regrets persistants. Cette rupture avait laissé des marques profondes. Carl savait qu'il avait laissé filer quelque chose de précieux, mais il n'avait pas su se battre pour elle. Déterminé à ne pas répéter les mêmes erreurs, Carl s'est juré que la prochaine fois il se battrait. Il ne laisserait pas une autre chance au bonheur lui glisser entre les doigts. Il avait appris de ses échecs. Du moins, il le pensait. Et puis, en avril 2005, il a rencontré Claudia Sobral. Une rencontre qui semblait presque écrite par le destin. Une nouvelle histoire, une nouvelle opportunité. Mais cette fois, Carl était prêt. Prêt à aimer, prêt à se battre, prêt à tout donner pour ne pas perdre encore une fois. En 2005, Claudia Sobral, âgée de 40 ans, était une femme qui avait déjà traversé bien des épreuves. Née dans la vibrante ville de Rio de Janeiro au Brésil, Claudia avait grandi dans des circonstances modestes, où chaque jour était une lutte pour joindre les 2 bouts. Ces défis avaient forgé en elle une détermination inébranlable. Elle voulait une vie meilleure. En 1989, elle a quitté tout ce qu'elle connaissait pour s'installer à New York, une ville aussi intimidante que pleine de promesses. Là-bas, Claudia a repris ses études tout en jonglant avec plusieurs emplois. Son travail acharné a porté ses fruits, elle a obtenu un poste de comptable tout en donnant de son temps pour enseigner l'anglais à des immigrés latino-américains, aidant ainsi d'autres comme elle à bâtir une nouvelle vie. C'est aussi à New York que Claudia a rencontré et épousé un médecin respecté. Pendant un temps, tout semblait parfait. Une carrière stable, une citoyenneté américaine obtenue en 1999 et une vie conjugale qui semblait solide. Mais comme beaucoup d'histoires idéales, celle-ci a pris fin. 1 an plus tard, son mariage s'est effondré, la laissant divorcée et seule. Quand elle a rencontré Carl en 2005, Claudia était divorcée depuis 5 ans. Les rencontres en ligne étaient un monde nouveau pour elle, mais l'idée d'une connexion virtuelle lui semblait moins intimidante que de chercher l'amour dans la vie réelle. Carl et Claudia se sont trouvés sur une plateforme de rencontre. Au début, ils n'étaient que des mots sur un écran, échangeant des messages pendant des semaines, construisant doucement un lien. Lui, un pilote chevronné du Midwest. Elle, une comptable indépendante de New York. 2 vies séparées par près de 700 kilomètres, mais un pont s'était créé entre eux. Un jour,
Karl a décidé de franchir ce pont. Il a pris un avion pour New York, déterminé à rencontrer Claudia en personne. Le geste était audacieux, romantique, presque cinématographique. Lorsqu'ils se sont finalement rencontrés, Karl lui a assuré que la distance ne serait jamais un problème. « Je suis pilote, Claudia. Je peux venir te voir n'importe quand. » C'était une promesse simple mais puissante, une promesse qui semblait annoncer un nouveau départ pour deux âmes cherchant l'amour après les épreuves. Dès leur première rencontre, le mariage était sur toutes les lèvres. Karl, marqué par ses relations passées et déterminé à ne pas répéter ses erreurs, s'est jeté dans cette nouvelle histoire à corps perdu. Claudia Sobral semblait être la femme qu'il avait toujours cherchée, et il était pleinement engagé. Leur relation a pris une allure effrénée, presque irréelle. Après seulement quelques rencontres, Karl, avec son esprit romantique et son désir de stabilité, a organisé une fête de fiançailles surprise pour Claudia en mai 2005. Ce soir-là, il l'a présentée à ses amis et à sa famille comme la femme de sa vie. Les invités étaient ravis pour lui, mais certains ne pouvaient s'empêcher de se poser des questions. Tout allait trop vite. Initialement, le couple avait prévu de se marier en août, prenant le temps d'organiser la cérémonie. Mais l'amour, ou peut-être l'urgence, a pris le dessus. Fin juin, dans un élan de spontanéité, Karl et Claudia se sont envolés pour Las Vegas. 5 rencontres seulement, et voilà que les deux amoureux se disaient « oui » sous les néons de la capitale du mariage éclair. Amis et famille sont restés perplexes. Pourquoi cette précipitation? Qu'est-ce qui poussait Karl, cet homme d'habitude si réfléchi, à brûler les étapes? Certains murmuraient déjà des doutes, mais Karl, emporté par son enthousiasme, balayait leurs préoccupations d'un revers de main. « C'est elle. Je le sais », répétait-il. Après leur mariage, Claudia a déménagé en Ohio pour s'installer avec Karl dans sa maison de Newton Falls. Au début, tout semblait idyllique. Claudia était souriante, charismatique et se montrait sous son meilleur jour. Elle s'intégrait dans la nouvelle vie qu'elle partageait avec Karl, donnant l'impression que tout allait pour le mieux. Mais très vite, les fissures sont apparues. La famille de Karl, d'abord séduite par Claudia, a commencé à remarquer des signaux d'alarme, des détails troublants, des comportements décalés. Claudia n'était pas aussi douce et parfaite qu'elle semblait l'être au premier abord. Claudia Sobral n'était pas faite pour Newton Falls. Cette petite ville tranquille de l'Ohio, loin des bruits et des lumières de New York, ressemblait pour elle à un exil silencieux. Le contraste était trop grand, le calme trop pesant. Claudia, habituée à la frénésie des grandes métropoles, avait du mal à s'adapter à ce décor figé, presque immobile. Très vite, les signes de malaise sont apparus. Claudia restait détachée des femmes de la famille de Karl, préférant la compagnie des hommes, où elle semblait plus à l'aise mais aussi plus distante. Elle ne cherchait pas vraiment à tisser des liens, ce qui ne manqua pas d'éveiller des suspicions silencieuses. Les regards échangés lors des repas familiaux parlaient d'eux-mêmes. Claudia n'était pas comme eux. Pendant que Karl passait de longues journées loin de la maison, pris par son travail exigeant de pilote, Claudia s'ennuyait. Le silence de la maison vide l'étouffait. Elle comblait ce vide par le shopping, accumulant des montagnes de vêtements. T-shirts, robes, chaussures, tant d'achats qu'il débordait dans le sous-sol, transformé en garde-robe chaotique. Mais derrière ce comportement compulsif, il y avait quelque chose de plus sombre, la peur. Claudia détestait être seule. Elle en parlait sans cesse, son angoisse presque palpable. Elle affirmait qu'elle se sentait en danger dans cette maison silencieuse et isolée. Elle avait même insisté auprès de Karl pour qu'ils achètent une arme à feu afin qu'elle puisse se protéger. Une demande qui n'avait pas manqué de troubler Karl et sa famille, mais il avait cédé. Après tout, il voulait que sa femme se sente en sécurité. Lorsque Karl était enfin à la maison, Claudia changeait. Elle devenait possessive, réclamant son attention, toute son attention. Karl, cet homme charismatique et entouré de respect, se retrouvait prisonnier d'un amour étouffant. Claudia voulait tout contrôler, où il allait, à qui il parlait, et surtout combien de temps il lui accordait. Les moments de tendresse se transformaient peu à peu en disputes amères. Les murs de leur maison étaient devenus le théâtre d'un mariage en décomposition. Karl, fatigué, tentait de calmer les tensions, mais Claudia semblait s'enfoncer dans une spirale d'anxiété et d'insatisfaction.
Elle n'était pas heureuse et elle ne le cachait pas. Le fossé entre eux grandissait à mesure que les jours passaient. Karl, pourtant plein de bonne volonté, sentait que quelque chose n'allait pas. Ce mariage qu'il avait tant voulu, pour lequel il avait tout donné, commençait à s'effondrer sous son propre poids. Moins de 2 ans après leur mariage, le conte de fées s'est transformé en un champ de ruines. Karl, qui avait autrefois vu en Claudia Sobral la promesse d'un nouveau départ, confiait désormais à ses amis que sa femme avait un comportement étrange, imprévisible. Il en venait même à murmurer qu'il envisageait de mettre fin à leur relation. Mais prendre une telle décision n'était pas simple pour Karl. Une part de lui, fidèle à ses valeurs et à sa nature optimiste, espérait encore sauver leur mariage. Peut-être qu'avec un peu de patience, un peu de dialogue, il retrouverait cet amour fulgurant qui les avait unis si rapidement. De son côté, Claudia semblait tout aussi incapable d'envisager une séparation, mais au lieu de calmer les tensions, son comportement était devenu erratique, incompréhensible. La pression montait et Claudia semblait vaciller sous son propre poids. En début d'année 2007, Claudia a pris une initiative inattendue. Elle a organisé une réunion de famille extraordinaire, convoquant tout le monde comme si elle s'apprêtait à faire une grande annonce. Mais à la place, elle s'est lancée dans une tirade acerbe contre Karl, critiquant son comportement, ses attentes déraisonnables et sa supposée froideur. Karl, stupéfait, a répondu avec calme « Tout ce que je veux, c'est un partenaire pour partager les responsabilités ménagères. » Rien de plus. Le silence qui a suivi était assourdissant. Dans cette pièce, tout le monde pouvait voir que quelque chose était brisé. Puis, en février, la situation a pris une tournure encore plus inquiétante. Claudia a appelé Eva, la fille de Karl. Sa voix était étrange, calme, mais teintée d'une gravité inhabituelle. « Je t'appelle pour te dire au revoir. » Eva, bouleversée, a immédiatement posé des questions. « Au revoir? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais Claudia est restée évasive. Elle n'a donné aucun détail. Puis elle a raccroché, laissant Eva avec un mauvais pressentiment qu'elle ne pouvait pas chasser. Quelques heures plus tard, Claudia a avalé une poignée de somnifères, puis a pris le volant de sa voiture. Sur la route, les médicaments ont fait effet. Elle a perdu connaissance et provoqué un accident. L'incident a été rapidement classé comme une tentative de suicide. Claudia a été admise dans un service psychiatrique où elle a passé plusieurs jours sous surveillance. Karl était là. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré les disputes incessantes et les fissures béantes dans leur mariage, il est resté à ses côtés, fidèle à sa nature protectrice. Mais ses amis, eux, voyaient les choses autrement. Ils pensaient que cette tentative désespérée n'était rien d'autre qu'un acte calculé, un moyen ultime pour Claudia de retenir Karl, de l'empêcher de partir. Une manœuvre qui, à leurs yeux, frôlait la manipulation. Cependant, pour Karl, cette situation était devenue insoutenable. Il avait donné tout ce qu'il pouvait. Cette fois, il devait partir. En mars 2007, Karl a pris sa décision. Une décision qui lui avait demandé tout son courage. Il a loué un petit appartement, prévu de quitter leur maison commune et a engagé une procédure de divorce. Avec une générosité qui le caractérisait, il avait même l'intention de laisser la maison à Claudia. Pour Karl, c'était la fin d'un chapitre, une tentative d'échapper à une relation devenue toxique, une chance de retrouver la paix qu'il avait perdue. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que ce choix, cette volonté de partir, allait déclencher une tempête incontrôlable. Une tempête qui allait lui coûter bien plus que son mariage. Le 14 mars 2007, Karl Hörig ne s'est pas présenté à la base militaire. Pour ses collègues, c'était plus qu'inquiétant. Karl était un homme de devoir, ponctuel jusqu'à l'obsession. S'il ne venait pas, il appelait toujours. Mais ce jour-là, le silence, aucun appel, aucune excuse, rien. L'angoisse a rapidement grandi. Plusieurs collègues ont tenté de le joindre, mais leurs appels ont été redirigés directement vers sa messagerie. Un comportement si inhabituel qu'il ne pouvait signifier qu'une chose. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain, l'un des amis proches de Karl, de plus en plus inquiet, a contacté la police pour demander une vérification de bien-être. Les agents sont arrivés chez Karl en même temps que son père, qui a ouvert la porte avec une nervosité palpable. La maison semblait calme, trop calme.
Mais au bas des escaliers, ils ont fait une découverte macabre. Le corps de Karl Hörig, allongé sous une bâche et une couverture, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer son existence. Les policiers ont rapidement confirmé l'impensable. Karl, âgé de 44 ans, avait été abattu. À l'extérieur, la voiture de Karl était encore garée dans l'allée. Dans le coffre, une valise soigneusement rangée. Elle contenait les affaires essentielles pour un départ précipité. Il était clair que Karl était sur le point de quitter la maison ce jour-là. Quitter Claudia. Quitter le chaos. À l'intérieur, il n'y avait aucun signe d'effraction. Rien n'avait été volé. Rien, sauf Claudia. Elle avait disparu. Très vite, les soupçons se sont tournés vers elle. La famille et les amis de Karl n'ont pas hésité une seconde. Claudia Sobral était la coupable évidente. Un collègue de Karl s'est même souvenu d'une phrase glaçante que Claudia avait prononcée un jour. « Si Karl essaie un jour de me quitter, je le tuerai. » L'enquête a révélé des détails troublants. Karl avait prévu de déménager dans son nouvel appartement le 12 mars. 2 jours plus tôt, lors d'une escale en Caroline du Nord, il avait rendu visite à son ex-femme Rhonda. Il s'était confié à elle, le cœur lourd, lui avouant que son mariage avec Claudia était terminé. Il était triste, mais il était déterminé à partir. L'autopsie a révélé que Karl était mort le 12 mars, 3 jours avant la découverte de son corps. Il avait reçu 3 balles, 2 dans le dos et 1 dans la tête. 2 des tirs avaient été effectués à bout portant. Les enquêteurs ont retrouvé 2 autres balles logées dans le sol, signe que le tireur avait d'abord raté sa cible. Les éléments de preuve racontaient une histoire terrifiante. Les premiers tirs avaient été tirés, alors que Karl se tenait en haut des escaliers. Après l'avoir touché, le tireur était descendu pour s'approcher et avait tiré les 2 derniers coups. 1 balle dans le dos et une exécution sommaire dans la tête. L'arme du crime a été retrouvée dans un placard, mais avec un détail inquiétant. Une ficelle était attachée à la gâchette et reliée à une poignée de porte. Les enquêteurs ont conclu que Claudia avait tenté de créer un piège mortel, destiné à tirer si quelqu'un ouvrait la porte. Heureusement, l'arme n'avait pas fonctionné. Mais les preuves ne s'arrêtaient pas là. Le matin du 12 mars, plusieurs amis de Karl ont reçu un email étrange. L'expéditrice, Claudia. Dans ce message adressé à Karl, mais envoyé aussi à ses proches, elle a écrit « Tu m'avais promis de ne jamais divorcer. Je suis une bonne femme. Ne me laisse pas faire quelque chose de mal. Ce n'était pas une lettre d'amour, c'était un signe d'alerte. » La police a rapidement suivi la trace de Claudia. Sa voiture a été retrouvée à l'aéroport international de Pittsburgh, à 130 km de Newton Falls. Là, elle avait utilisé la carte d'identité militaire de Karl pour embarquer sur un vol à destination de New York, avant de prendre un autre avion pour le Brésil. Mais Claudia n'avait pas agi sur un coup de tête. Non, elle avait tout planifié. Le 8 mars, elle avait transféré près de 10 000 $ sur le compte de son père au Brésil. 2 jours plus tard, elle avait acheté une arme à feu et s'était entraînée au tir dans un champ de tir local. Chaque étape, chaque détail avait été soigneusement prémédité. Lorsque le corps de Karl a été découvert, Claudia Sobral était déjà loin. Elle avait fui. En avril 2007, un mandat d'arrêt international a été émis contre Claudia Sobral, accusée du meurtre de son mari, Karl Hörig. Mais Claudia avait un coup d'avance. Elle savait exactement ce qu'elle faisait lorsqu'elle avait fui les États-Unis. La Constitution brésilienne interdit l'extradition de ses citoyens, une protection dont Claudia était parfaitement consciente. Selon des témoignages, elle en aurait parlé ouvertement à des amis bien avant de quitter le sol américain. Elle comprenait l'urgence, partir avant que les autorités ne puissent l'atteindre, et elle avait réussi. Pendant ce temps, la famille de Karl, dévastée par sa mort brutale, refusait de laisser l'affaire s'éteindre. Ils se sont lancés dans une bataille longue et éprouvante pour obtenir justice. Ils ont utilisé tous les moyens possibles, ils ont médiatisé l'affaire à la télévision, inondé les réseaux sociaux, envoyé des lettres et même impliqué des politiciens. Mais rien n'y faisait. Le Brésil, de son côté, a proposé de juger Claudia dans le cadre de son propre système juridique. Mais les procureurs américains ont refusé. Ils craignaient que les lois brésiliennes, avec leurs peines relativement clémentes, ne rendent pas justice à Karl. Pendant des années, l'affaire est restée au point mort. Pendant ce temps, Claudia Sobral avait recommencé sa vie au Brésil comme si rien ne s'était passé.
Elle s'était installée dans une maison confortable, avait ouvert un cabinet comptable prospère et s'était même remariée. Elle menait une existence paisible, loin des regards accusateurs. Mais un détail crucial a tout changé. En 1999, Claudia était devenue citoyenne américaine. Cette information, longtemps ignorée, a permis aux autorités de trouver une faille. En 2013, les autorités brésiliennes ont pris une décision historique. Elles ont révoqué la citoyenneté brésilienne de Claudia, la rendant éligible à l'extradition. Claudia, bien sûr, a fait appel. Pendant 3 années supplémentaires, elle a continué à mener sa vie tranquillement pendant que le système judiciaire brésilien pesait sa décision. Mais en 2016, la Cour suprême brésilienne a tranché. La citoyenneté de Claudia était définitivement révoquée. La voie était enfin libre pour son extradition. Claudia a été arrêtée et envoyée dans une prison brésilienne où elle a passé 1 an et demi en détention attendant son sort. Pendant cette période, son mari de l'époque continuait à lui rendre visite régulièrement, preuve que Claudia savait encore inspirer la sympathie là où elle le pouvait. Mais Claudia n'était pas prête à se taire. Toujours calculatrice, elle a tenté de gagner la sympathie du public brésilien. Dans une interview télévisée, elle a joué la carte de la victime, accusant Carl de violence psychologique, prétendant qu'il l'avait maltraitée, contrôlée et poussée à bout tout au long de leur relation. Une stratégie habile, mais qui n'a pas suffi à effacer les preuves accablantes contre elle. Selon la loi brésilienne, Claudia risquait une peine maximale de 30 ans pour son crime, avec des possibilités de réduction de peine pour bonne conduite, travail ou études. La décision finale de son extradition reposait désormais entre les mains d'une seule personne, le président brésilien. Pendant que les rouages diplomatiques tournaient lentement, la famille de Carl, épuisée mais déterminée, attendait. Une tension diplomatique s'est créée entre le Brésil et les États-Unis. L'enquête sur le meurtre de Carl a également révélé un portrait troublant de l'état mental de Claudia Sobral avant ce drame. Un état d'esprit fragile marqué par des années de souffrance, selon ses propres dires. Devant les enquêteurs, Claudia a brisé le silence. Elle a décrit Carl comme un homme autoritaire et violent, un mari tyrannique qui contrôlait chaque aspect de sa vie. Il choisissait ses vêtements, décidait de son régime alimentaire et imposait même ses croyances. Mais le pire restait à venir. Claudia a accusé Carl de l'avoir abusé physiquement et émotionnellement, affirmant qu'il l'avait forcé à des relations sexuelles non désirées. Ces révélations n'ont fait qu'ajouter à l'horreur. Claudia a affirmé que Carl l'avait trompée, non seulement avec des femmes, mais aussi avec des hommes. Elle a également évoqué une privation financière, disant qu'il ne couvrait que les paiements hypothécaires et les factures essentielles, la laissant piégée dans un isolement insoutenable. Selon Claudia, cette vie de contrôle et d'humiliation avait profondément détérioré sa santé mentale. La dépression, disait-elle, était devenue un compagnon quotidien. Elle avait même envisagé de se suicider à plusieurs reprises pour échapper à cet enfer conjugal, mais les révélations les plus glaçantes concernaient ses grossesses. Claudia a affirmé être tombée enceinte de Carl à 3 reprises. 2 de ces grossesses, selon elle, se sont terminées par des fausses couches qu'elle a attribuées directement à Carl, l'accusant de violence délibérée. Ces pertes avaient laissé des blessures invisibles, mais profondes, amplifiant son isolement et sa détresse psychologique. Fin 2006, Claudia avait atteint son point de rupture. Elle a raconté un incident dramatique où, sous l'influence de somnifères, elle avait pris le volant de sa voiture, prête à en finir. Elle avait frôlé la mort ce jour-là, mais quelque chose l'avait retenue. Puis, peu avant la mort de Carl, Claudia avait découvert qu'elle était enceinte de lui pour la 3e fois. Au début, elle avait gardé ce secret pour elle, espérant que cet enfant pourrait être le début d'un renouveau, la chance ultime de réparer leur mariage brisé. Mais Claudia avait également un plan B. Si ses efforts échouaient, elle mettrait fin à ses jours. C'est dans ce contexte désespéré qu'elle a acheté une arme à feu. Claudia a insisté auprès des enquêteurs. Elle n'avait jamais eu l'intention de blesser Carl. Non, l'arme était pour elle. Elle voulait s'assurer que, cette fois, elle ne raterait pas son coup. Mais ce qui a sidéré les enquêteurs, c'est l'extrême préparation de Claudia. Elle s'était rendue dans un champ de tir local pour s'entraîner, encore et encore, ajustant ses tirs avec une précision clinique.
Elle avait même installé un viseur laser pour ne laisser aucune place à l'erreur. Et puis, les découvertes les plus troublantes. Claudia avait dessiné des schémas détaillés, décrivant avec une exactitude morbide la position optimale pour tirer sur elle-même. Des plans précis, méticuleux, retrouvés plus tard par les enquêteurs. Lorsque Claudia Sobral a raconté le jour du meurtre, son récit a pris un tournant inattendu. Ce qui, aux yeux des enquêteurs, avait toutes les allures d'une préméditation minutieuse, est devenu, selon elle, un acte impulsif, né dans un moment de rage incontrôlée. Claudia a raconté que Karl, ce jour-là, se préparait à déménager. Ses valises étaient prêtes, ses intentions claires. Il partait. Une réalité que Claudia refusait d'accepter. Elle a décrit ce moment comme une tentative désespérée d'attirer son attention. Alors que Karl ouvrait la porte de leur maison, Claudia a pointé l'arme sur sa propre tempe. Le cœur battant, elle a menacé de se tirer une balle. Mais, dit-elle, elle n'avait aucune intention de passer à l'acte. Non, elle voulait simplement que Karl réagisse, qu'il la voie, qu'il prenne conscience du gouffre où elle se trouvait. Mais Karl, selon Claudia, est resté froid, insensible. Il l'aurait regardé avec dédain avant de l'empoigner violemment. Elle a affirmé qu'il lui a saisi le poignet et le cou, la repoussant contre le mur avec force. Les mots qu'il aurait prononcés ce jour-là résonnaient comme une sentence glaçante. « Si tu veux te tuer, fais-le. Mais pas ici. Je ne veux pas de sang sur mes murs ou sur mes œuvres d'art. C'est à cet instant précis, a-t-elle déclaré, que quelque chose s'est brisé en elle. Toute la douleur accumulée, toute la colère refoulée pendant des mois, voire des années, a explosé dans un acte irréversible. Dans un accès de rage, Claudia s'est précipitée à l'étage. Là, elle s'est retournée, a levé l'arme et a tiré sur Karl. La première balle l'a frappé de plein fouet. Il s'est effondré. Mais Claudia ne s'est pas arrêtée là. Submergée par une vague incontrôlable d'émotions, elle a tiré 2 autres coups de feu sur son corps inerte. Puis, le silence. Un silence assourdissant. Claudia a raconté qu'après ces tirs, elle avait tenté de retourner l'arme contre elle-même. Mais le chargeur était vide. Aucun autre coup ne partirait. La rage s'était consumée, laissant place à une panique glaciale. Prise de court, Claudia a appelé sa famille au Brésil. La voix tremblante, elle leur a raconté tout. Le meurtre, la colère, la peur, l'impensable. Sa famille, loin de la réprimander, lui a conseillé de fuir, de rentrer au Brésil où elle pourrait échapper aux poursuites judiciaires grâce aux protections offertes par la Constitution. Avant de quitter la maison, Claudia a recouvert le corps de Karl d'une couverture et d'une bâche, prenant soin de masquer la scène. Elle ne voulait pas que quelqu'un, par un simple regard à travers une fenêtre, découvre la vérité. Puis, elle est partie. Elle a quitté cette maison devenue un tombeau silencieux, pris sa voiture et mis le cap sur l'aéroport international de Pittsburgh. Là, elle a pris un vol pour New York, puis un autre pour le Brésil, laissant derrière elle un crime brutal et une vie brisée. Mais ce qu'elle ignorait alors, c'est que cette fuite allait déclencher une chaîne d'événements qui s'étendrait sur plus d'une décennie, traversant les frontières, les systèmes juridiques, et transformant Claudia Sobral en l'une des fugitives les plus médiatisées de l'époque. Après de longues démarches juridiques et diplomatiques, Claudia a été extradée vers les États-Unis en janvier 2018. Le procès de Claudia Sobral a été aussi glaçant que les détails du crime qu'il révélait. Les témoignages et les preuves présentées ont dressé le portrait troublant d'une femme sans remords, capable de faire des blagues et même de sourire en racontant les événements de ce 12 mars 2007. Pour la famille de Karl Hörig, présente dans la salle d'audience, ce comportement a été un véritable choc. Déjà dévastés par leur perte, ils ont dû assister à une scène surréaliste où Claudia minimisait l'horreur de ses actes. Elle a maintenu sa version des faits, répétant inlassablement que son mariage avait été toxique et qu'elle n'avait eu, selon ses mots, que 2 options: tuer Karl ou se tuer elle-même. Claudia a même affirmé qu'elle possédait des enregistrements prouvant les abus supposés de Karl. Mais ces enregistrements n'ont jamais été admis comme preuve, et même son propre avocat n'a pas jugé utile de les exploiter, ce qui a semé le doute sur leur existence réelle. De son côté, l'accusation n'a laissé aucune place au doute. Claudia, selon eux, avait tout planifié.
L'un des éléments les plus accablants, le viseur laser installé sur l'arme. Les procureurs ont martelé un point simple et implacable. Un viseur laser n'a aucun sens pour un suicide, mais il est parfait pour viser quelqu'un d'autre, dans le dos. Et ce n'était pas tout. Les procureurs ont également exposé une transaction financière suspecte, réalisée peu avant le meurtre. Claudia avait transféré 9 900 $ sur un compte au Brésil, une somme calculée juste en dessous des 10 000 $, seuil qui aurait déclenché un signalement obligatoire aux autorités fédérales. Un geste délibéré, prémédité. Pour les procureurs, c'était clair. En tant que comptable chevronné, Claudia savait exactement ce qu'elle faisait. Claudia, elle, a tenté d'expliquer cette transaction. Elle prétendait avoir agi pour protéger son argent si Karl venait à hériter après sa mort. Une justification qui n'a convaincu personne. Et que dire de ce piège étrange? Cette arme reliée à une ficelle attachée à une porte de placard. Claudia a affirmé qu'il avait été conçu pour elle-même, pour lui assurer un coup fatal si elle hésitait à se suicider. Mais pour le jury, cette explication frôlait l'absurde. Un stratagème, une mise en scène. En janvier 2019, après 12 ans d'évasion, de manipulation et de bataille judiciaire, Claudia Sobral a été reconnue coupable de meurtre aggravé. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité, avec une possibilité de libération conditionnelle après 28 ans. Cette sentence est le fruit d'un compromis délicat entre les États-Unis et le Brésil, car au Brésil, la peine maximale pour un meurtre aggravé est de 30 ans. L'accord conclu pour son extradition garantissait donc une certaine clémence, un prix à payer pour que justice puisse enfin être rendue. La famille de Karl, bien que déchirée par le chagrin, a soutenu l'accord. Pour eux, ce n'était pas une victoire totale, mais une victoire tout de même. Après 11 années d'incertitude, ils pouvaient enfin tourner la page. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et laissez vos impressions dans les commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau récit.